Bonjour tout le monde, ici Monsieur Orlan pour les Polyphonies d'Orlan. Aujourd'hui, nous allons parler du poème symphonique. Le poème symphonique, qu'est-ce que c'est? C'est un genre musical pour orchestre où une idée, un souvenir, une allégorie, un symbole, un texte ou un programme subordonne sa structure et son développement au profit de ce qu'elle exprime. C'est un genre relativement nouveau par rapport à la musique à programme puisqu'il naît dans les années 1840 et il reste présent jusqu'au-delà du début du XXe siècle. Dans poème symphonique, on entend deux mots, poème d'un côté et symphonie de l'autre. Le mot symphonie ne pose pas de problème, disons qu'il renvoie à l'idée de musique pour orchestre. Le mot poème, quant à lui, est plus délicat parce qu'il faut faire attention à ne pas mal comprendre le mot. Donc, je vais essayer de m'atteler ici à vous expliquer au mieux comment est-ce qu'on peut comprendre ce genre musical. Le poème symphonique, autant le dire tout de suite, il représente le développement le plus sophistiqué de la musique à programme, dont j'ai déjà parlé dans l'épisode précédent. Ce n'est donc pas une musique facile d'écoute, mais je pense qu'il ne faut pas avoir peur non plus, la musique reste la musique, et on peut l'écouter à différents niveaux, si vous voulez, comme un livre, comme un film, au fond. Mais c'est toujours bon de savoir comment est construite une musique pour justement mieux la comprendre, mieux l'écouter aussi. Pourquoi son apparition? Le poème symphonique naît à une époque où l'opéra et la symphonie ne suffisent plus pour exprimer ce que veulent dire les compositeurs. Donc il y a une volonté d'élever la musique instrumentale à un rang supérieur, un rang de poésie, de philosophie. Et j'avais déjà parlé de Liszt qui veut faire ça, et j'avais expliqué que, en fait, il y a plusieurs compositeurs qui vont dans cette idée-là. Je vous donne une déclaration de Robert Schumann. La musique est ce qui nous permet de nous entretenir avec l'au-delà. Elle nous aide à descendre en nous-mêmes, à y découvrir la divinité que nous cherchons en vain dans la vie et dont nous avons une soif intolérable. Donc vous voyez la déclaration de Schumann, et autant le dire tout de suite, c'est pas le seul à dire ça. Eh bien, elle est intéressante parce qu'elle montre justement comment est vue cette musique. Comprenez que la musique qui, peut-être par beaucoup de personnes, est vue comme un simple divertissement, pour d'autres, et notamment la plupart des compositeurs romantiques, la musique est perçue comme un moyen d'accéder à la vérité, vérité qui ne peut pas être accédée par des mots. Donc, le poème symphonique va jouer un rôle majeur dans la recherche musicale de cette période. Et quand je parle de recherche musicale, bien sûr, je ne veux pas parler de recherche musicologique, mais plutôt comme travail que les artistes apportent à la musique comme moyen d'expression artistique. Alors l'ancêtre du poème symphonique, mais je vous l'ai déjà dit, c'est la musique à programme. Et on cite généralement deux œuvres comme parents de ce genre. On a d'un côté la symphonie pastorale, la sixième symphonie de Beethoven, et de l'autre la symphonie fantastique d'Hector Berlioz. Et la plupart des poèmes symphoniques dérivent vers des formes étendues de ces deux modèles. C'est vrai globalement, même si la réalité est plus complexe. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais disons que on a d'autres œuvres de Beethoven notamment qui peuvent servir de modèle, notamment des ouvertures, l'ouverture Egmont, pour ne citer qu'elle, mais il y en a d'autres. Ce qui est sûr, c'est que Franz Liszt est l'inventeur du genre. Il compose pas moins de 12 poèmes symphoniques pendant sa période à Weimar qui dure de 1848 à 1861. Comme la musique à programme, le poème symphonique est guidé par une idée extra-musicale. Donc, on a un peu plus de détails sur le programme du poème symphonique. Le programme n'a pas d'autre but que de faire une allusion préalable aux mobiles psychologiques qui ont poussé le compositeur à créer son œuvre et qu'il a cherché à incarner en elle. Il peut l'avoir créée sous l'influence d'impressions déterminées qu'il voudrait ensuite porter à la pleine et entière conscience de l'auditeur. Pour vous donner un exemple fameux
de poèmes symphoniques, eh bien je peux citer Mazeppa. Mazeppa, c'est peut-être un des poèmes symphoniques de Liszt les plus faciles d'accès. Il est basé sur le poème de Victor Hugo, le poème éponyme évidemment. Mais en vous disant ça, je ne vous dis pas tout, parce que vous seriez tenté de lire le poème dans son entièreté et vous seriez mal guidé. En fait, Liszt, pour son poème symphonique, va choisir 3 passages du poème d'Hugo. On a tout d'abord la chevauchée de Mazeppa ligotée sur le dos du cheval. Ensuite, on a la chute du cheval et la mort prochaine de Mazeppa. Et puis enfin, on a le fait que Mazeppa va être retrouvé par les tribus ukrainiennes et porté en triomphe, si vous voulez. Donc, ça donne ceci. Et c'est très important de lire les passages concernés parce qu'on va les retrouver dans la musique. Un cri part. Et soudain voilà que par la plaine, et l'homme et le cheval emportés hors d'haleine sur les sables mouvants, seul, emplissant de bruit un tourbillon de poudre, pareil au noir nuage où serpente la foudre, volte avec le vent. Donc ça c'est la première partie, on va dire, du poème symphonique. La deuxième partie, je vous l'ai dit, c'est la chute du cheval et la mort prochaine de Mazeppa. Donc c'est le passage qui suit. Enfin, après 3 jours d'une course insensée, après avoir franchi fleuve à l'eau glacée, steppe, forêt, désert, le cheval tombe au cri des 1000 oiseaux de proie, et son ongle de fer sur la pierre qu'il broie éteint ses 4 éclairs. Voilà l'infortuné gisant nu, misérable, tout tacheté de sang, plus rouge que l'érable dans la saison des fleurs. Les nuages d'oiseaux sur lui tournent et s'arrêtent, main bec ardent aspire à ronger dans sa tête ses yeux brûlés de pleurs. C'est la deuxième partie qui va être mise en scène également par la musique. Puis on a la troisième partie, c'est l'arrivée des tribus ukrainiennes qui vont le sauver et le porter en triomphe. Donc c'est cette partie-là. Eh bien, ce condamné qui hurle et qui se traîne, ce cadavre vivant, les tribus de l'Ukraine le feront prince un jour. Sa sauvage grandeur naîtra de son supplice. Un jour, des vieux hetmans, il scindra la pelisse, grand à l'œil ébloui, et quand il passera, ces peuples de la tente, prosternés, en verront la fanfare éclatante bondir autour de lui. La question qu'on peut se poser maintenant, c'est comment va faire Liszt pour rendre cette idée? Eh bien, Liszt va utiliser la forme de la variation. Au début du poème symphonique, on va entendre un cri. Alors un cri, c'est plutôt l'orchestre qui va le jouer. C'est un fa éclatant. Et de ce commencement, de ce bruit, eh bien, on va entendre l'orchestre qui va s'emballer. D'abord les cordes, et puis le reste qui va suivre, avec une énorme tension, parce que c'est pas une course pour le plaisir, évidemment. Et après 1 minute, on va avoir l'arrivée du fameux thème, le thème de Mazeppa, qui va être utilisé tout au long du morceau. C'est-à-dire qu'on va l'apercevoir, on va l'entendre à plusieurs reprises. Et le thème, vous le connaissez sans doute, c'est le fameux pim, pim, pa-pam, pam, pa-pam, 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 pi-pam, etc., etc., etc. Et c'est intéressant parce que c'est un thème vraiment noir, dur. On sent la douleur, mais on sent aussi la force de Mazeppa, la cruauté du châtiment qui lui est infligé. Et on va entendre plusieurs variations, c'est-à-dire le thème va arriver plusieurs fois, il va réapparaître plusieurs fois, mais dans des formes un peu variées. Et c'est très intéressant. Pourquoi? Parce que ça sert à montrer le temps passé sur le coursier et la douleur du supplicié, en même temps que son courage et le tragique de sa situation. Vraiment, vous le sentez, parce que première fois, le thème est éclatant, très sombre. Puis au fur et à mesure qu'on l'entend, il va être, c'est pas plus doux, mais un peu plus désespéré, plus fatigué. Et ça, vraiment, je trouve que quand on l'entend, si on a en thème vraiment bien le sujet, eh bien on ressent ça très fort. Et puis, le cheval tombe. Et là, Mazeppa gît, rompu, brisé, au bord de la mort. Et c'est formidable parce qu'on entend l'effondrement de son thème en plusieurs morceaux.
on a le héros, son héroïsme qui sont en miettes. Donc le thème, on le reconnaît presque plus. C'est vraiment comme s'il était brisé, cassé. Et en même temps, Liszt va ajouter beaucoup de chromatisme. Donc c'est le fait de mettre beaucoup de, si vous voulez, de dièse, de demi-ton. Voilà, on va plutôt dire ça comme ça, de demi-ton. Il va mettre beaucoup de demi-ton et ça change dans la perception qu'on a de la musique. Évidemment, ça met une plus grande tension de nouveau. Mais bientôt, au loin, on entend retentir des fanfares. Et quand je dis au loin, c'est important. Parce que c'est vraiment au loin. On ne les entend pas au même niveau que Mazeppa. Et ces fanfares très éclatantes, ça annonce, ben vous le savez déjà, l'arrivée des Ukrainiens. Et les Ukrainiens qui vont se rapprocher au fur et à mesure, qui vont découvrir et relever Mazeppa pour en faire leur prince. Et là, le thème de Mazeppa réapparaît, encore une fois, mais totalement changé. Il perd de sa noirceur pour prendre une teinte et une ampleur triomphale. Mazeppa a gagné, c'est maintenant le prince des Ukrainiens, et qui va régner sur son territoire. Alors, ça c'est l'exemple que je vous donne avec Mazeppa, et vous allez me dire, ah ben maintenant en fait c'est facile pour le poème symphonique, il suffit de se renseigner sur quel poème il prend comme référence, lire un peu, et puis on a les éléments. C'est pas si facile que ça. Parce que il y a une difficulté de trouver une narration si claire par la suite. Par exemple, Liszt, il a une vue idéalisée du genre. Pour lui, c'est la musique de l'avenir. C'est la musique qui doit, si vous voulez, remplacer la musique de son temps. C'est la seule musique qui devrait exister, c'est la musique la plus aboutie. Vous allez me dire, il est quand même culotté de penser un truc pareil. Bah, bon, d'abord, c'est Liszt, hein, c'est pas n'importe qui. Et c'est pas le seul à penser comme ça, hein. Vous prenez Schoenberg, lui aussi, il était persuadé de faire la musique de l'avenir. Vous prenez Pierre Boulez, il était persuadé de faire la musique de l'avenir. Et vous avez plein de compositeurs qui sont persuadés de faire la musique de l'avenir. Il faut comprendre que l'imagination de Liszt, dans la plupart des cas, elle est beaucoup plus poétique que narrative ou visuelle. Il se trouve que l'exemple de Mazeppa, c'est un exemple simple à raconter parce que c'est très narratif et visuel. Mais ce n'est pas toujours le cas. Prenez par exemple peut-être son morceau le plus connu, Orpheus, ou c'est pas le plus connu, c'est celui qui est présenté comme le plus abouti, on va dire, ou un des plus aboutis, c'est Orpheus, Orphée, où là, le poème en lui-même, le poème symphonique, est une volonté de célébrer la puissance de la musique. Par son nom, il rappelle le mythe d'Orphée. Et c'est intéressant parce que c'est pas le seul musicien qui convoque le mythe d'Orphée, mais c'est jamais anodin quand un compositeur évoque Orphée en musique. Parce que Orphée, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le plus grand de tous les musiciens. C'est le musicien qui fait pleurer non seulement les hommes, les femmes, les animaux, les pierres. Voilà, à partir du moment où vous savez faire pleurer les pierres, c'est quand même incroyable, hein. Donc il a en fait une influence sur tout. Et la musique de Liszt, elle va montrer, ou elle va démontrer que la musique d'Orphée, donc la musique par essence, on va dire, apaise les instincts violents des êtres humains et les forces de la nature elle-même. Alors on a bien, dans ce passage-là, des moments qui sont un peu plus faciles d'écoute, c'est-à-dire qu'on a l'harpe qui rappelle clairement Orphée, c'est vrai. Mais après ça, c'est très compliqué de trouver une narration parce qu'il n'y a pas vraiment de conflit dans cette douce et majestueuse effusion musicale. C'est une sorte d'apothéose musicale de la musique elle-même. C'est magnifique, mais je ne peux pas vous dire quelle histoire il y a derrière parce qu'il n'y en a pas vraiment. Vous comprenez? Et c'est ça l'histoire, c'est que pour Liszt, les poèmes symphoniques sont utiles pour réfléchir et exprimer ses préoccupations d'artiste. Alors, je parle beaucoup de Liszt, mais Liszt, c'est pas le seul à écrire des poèmes symphoniques. On a beaucoup de compositeurs qui vont s'emparer du genre
pour proposer eux-mêmes leur musique et y insuffler leur conception, leur compréhension de ce nouveau genre. On a par exemple Smetana, Smetana sans doute c'est le plus connu après Liszt. Il compose Ma patrie, Ma vlast, pardonnez-moi pour la prononciation en tchèque, hein, mais je ne suis pas très bon, mais on traduit en français Ma patrie. Et Ma patrie, c'est un cycle de 6 œuvres qui présente une sélection d'épisodes et d'idées liées à la nation et à l'histoire tchèque. En général, on retient les deux premiers morceaux, surtout le deuxième. Le deuxième, c'est le plus connu, c'est la Moldo. Et la Moldo, c'est une rivière de la région. Alors à l'époque, c'est la Bohème. Et eh bien, le fait d'utiliser la rivière ou le cours d'eau de manière générale, le fleuve, c'est très malin parce que, un cours d'eau, il est implémenté dans un territoire. Il est aussi le prétexte à voir des choses tout autour. Hein. Vous glissez sur le cours d'eau, vous voyez des paysages, vous voyez des gens. Et ensuite, le cours d'eau, il est un lien avec l'histoire, car le cours d'eau était là avant notre naissance et il sera là, normalement, après notre mort. Et donc, il est aussi un lien entre le présent et le passé. Donc, le cours d'eau, c'est un élément très très important au 19e, surtout dans l'éveil des nations. D'accord? Alors, pour vous donner une idée à quoi ressemble la Moldo de Smetana, eh bien, je vais vous lire un extrait d'un texte que j'ai moi-même écrit. Et c'est pour vous montrer aussi que je vous avais dit, la musique à programme, c'est vous écrivez de la musique à partir d'un programme. Et c'est la musique le plus important. Eh bien, on peut faire l'inverse aussi. On peut s'amuser de prendre une musique et de retranscrire cette musique, si vous voulez, par des mots. C'est un exercice qui est différent. Donc, c'est pas le programme, c'est moi qui l'ai écrit donc après. Et pour vous dire tout, ça vient d'un roman que j'ai écrit, qui n'est pas encore publié, mais qui le sera bien assez tôt, je n'en doute pas. Cela commença par quelques notes jouées par une flûte solitaire auxquelles répondaient les pizzicati des cordes. La rugosité de la montagne dévalée par le petit cours d'eau débutait le voyage musical de notre jeune garçon. Le départ se voulait ténu, et bien vite le ruisseau entra dans une course folle, fut rejoint par un deuxième point d'eau. La clarinette entrait dans la danse. Dans un chevauchement intrépide, les vaguelettes tombaient et retombaient sur elles-mêmes pour engendrer ce qui semblait un mouvement d'éternité. Dans ce perpetuum mobile, les deux cours d'eau se joignirent pour former une rivière à l'allure fière et majestueuse. C'était la Moldo. Et là, normalement, vous avez le thème qui arrive. Etc., etc. Et donc ça continue comme ça, et on va suivre tout au long, si vous voulez, du fleuve, eh bien, plein de paysages différents et des aspects différents de cette bohème si chère à Smetana. Si vous voulez la suite du texte, eh bien, il faudra attendre qu'il soit publié et euh, de le lire, évidemment. Alors, on a donc beaucoup de compositeurs au 19e qui vont utiliser ce genre pour exprimer des idées liées à la nation. Un autre exemple vraiment très connu à côté de Smetana, eh bien, c'est pour la Finlande, c'est Jean Sibelius, avec son œuvre Finlandia, pour ne citer qu'elle. En Russie, le genre connaît aussi une certaine popularité. Pourquoi? Ben, d'abord parce que ce sont des compositeurs qui peuvent être liés à Liszt, il ne faut pas l'oublier, mais aussi parce que c'est très utile, ce genre de musique, pour représenter leur goût national, les paysages qu'ils voient, et même un certain orientalisme. Bon, le premier à composer un poème symphonique, c'est Balakirev, avec Tamara. On a aussi un compositeur que j'aime beaucoup, Borodine. Et alors ça, c'est un truc incroyable, c'est dans les steppes de l'Asie centrale. Pourquoi? Parce que, vous savez, on entend le thème du début, il est très connu, hein, c'est tout faible comme ça, hein, c'est pi parada pi dam pam pi parada di da di pam pim pam.
Pim, padadam, pim, pam, 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 pidadam, etc., etc., etc. Et pourquoi c'est formidable? Parce que bon, d'abord le thème, ce thème-là, il est très joli, mais c'est surtout, il arrive à nous faire ressentir l'immensité de la région. Comment? Par une longue et persistante tenue des violons à l'aigu. Si vous voulez, vous entendez une note qui est tenue à l'aigu comme ça, une sorte de pi comme ça, très très fin, et ça c'est vraiment incroyable parce que quand vous l'entendez, vous entendez en fait la ligne d'horizon qui est sans fin. En France aussi, le genre va rencontrer un certain succès. Alors il y a beaucoup d'exemples, mais je vais vous en citer que deux. C'est Camille Saint-Saëns et la danse macabre, ou Paul Dukas, l'apprenti sorcier. Je vous dis, il y en a d'autres, mais écoutez ça chez vous tranquillement. Je vous en cite les plus faciles à écouter, on va dire. En Allemagne, ça c'est intéressant parce qu'en Allemagne, le genre, il va mettre du temps à s'installer. Pourquoi? Parce que vous avez ce débat en Allemagne de la musique absolue et de la musique à programme. Vous avez beaucoup de personnes qui vont défendre cette musique absolue. Mais enfin, le genre va trouver un des points culminants avec Richard Strauss. Et alors Richard Strauss, il compose quelques poèmes symphoniques. Je ne vais pas tous les citer, je vais vous en citer trois. Un que vous connaissez déjà, c'est Also sprach Zarathustra, ainsi parlait Zarathustra. On a aussi un que j'aime bien, c'est Till Eulenspiegel lustige Streiche. C'est quoi les facéties Les joyeux tours de Till l'Espiègle, voilà, c'est ça. Et alors Till Eulenspiegel, ça c'est assez drôle parce que c'est un héros allemand, mais aussi belge, connu en Belgique, parce que il y a un roman notamment de Charles de Coster qui évoque ce fameux Till Eulenspiegel. Donc il y a celui-là, et puis le dernier que je trouve vraiment aussi incroyable, c'est Ein Heldenleben, c'est quoi? Une vie de héros, je pense. Oui, c'est ça, une vie de héros, la traduction en français. Alors, on va revenir dans l'ordre, et les jeux orchestraux permettent à Richard Strauss d'amener des techniques de composition pour l'orchestre à un haut degré de complexité. Il aime bien justement le poème symphonique parce qu'il peut tester des choses pour l'orchestre. Et il y arrive vraiment pas mal. Parce que si je vous dis Till Eulenspiegel, donc les joyeux tours de Till l'Espiègle, eh bien, il n'y a pas vraiment de rapport avec un point particulier de la légende. C'est quoi? Le morceau, il est composé d'une série de variations dépourvues d'éléments intellectuels ou symboliques. On a juste deux thèmes qui vont être tordus dans tous les sens pour montrer les 400 coups du petit farceur. Voilà. La seule chose qu'on a en rapport avec l'histoire, après, vous savez, c'est des légendes, hein, c'est pas toujours fixe comme point, mais on peut imaginer que un petit farceur qui est contre la société, qui fait des tours tout le temps, etc., eh bien, il finit au gibet, donc pendu. Eh bien, on l'entend, parce que vous avez la trappe qui s'ouvre, et puis on entend encore des rires des flûtes et de l'orchestre pour ces derniers soubresauts. Donc, vous voyez, il y a de l'humour. Alors vous allez me dire, c'est un humour spécial, mais c'est de l'humour quand même, hein. Donc on l'entend. Et ça, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que vous voyez qu'avec Till Eulenspiegel, vous n'avez pas vraiment d'histoire à proprement parler. C'est pas l'illustration d'une histoire. Là, on prend juste la personnification de Till Eulenspiegel en musique. Et qui en même temps n'est pas gratuite parce qu'elle est prétexte justement à jouer avec des thèmes. Donc c'est ça qu'il arrive, il arrive à trouver une forme en rapport avec l'idée qu'il y a derrière son poème symphonique. Alors une vie de héros, Ein Heldenleben, ça c'est vraiment aussi c'est le dernier poème symphonique de Richard Strauss, c'est son testament symphonique. Pourquoi? Parce que au départ on ne comprend pas de qui il parle. Vous voyez, c'est le héros générique. Parce qu'on n'a pas un héros particulier, il n'y a pas de nom dedans. Mais c'est intéressant parce que, et c'est pas forcément perceptible facilement par tous les auditeurs, mais
on entend des fragments de ses poèmes symphoniques précédents. C'est pour ça que je vous dis que c'est son testament symphonique. Et en fait, on se rend compte au bout d'un moment que, si on est vraiment très attentif, hein, mais je vous dis, le poème symphonique, c'est une musique où on doit être totalement attentif. Vous ne faites pas de la cuisine en écoutant un poème symphonique. Enfin, vous faites ce que vous voulez, mais vous allez passer à côté de l'expérience. Et donc le héros, c'est lui. Mais on n'en prend pas conscience tout de suite. Et c'est à la fois lui, mais d'un autre côté, une vie de héros, c'est une sorte d'épopée abstraite. C'est l'allégorie de l'héroïsme. Bon, je vous ai donné quelques exemples, mais je vous ai dit que après disons qu'après le début du XXe siècle, le genre commence tout doucement à disparaître. Alors il y en aura encore des compositeurs qui vont l'utiliser milieu XXe siècle, mais de moins en moins. Et pourquoi, en fait, le genre est appelé à disparaître? Eh bien, il y a plusieurs raisons. D'abord, on a les tenants de la musique absolue qui reviennent. Vous savez, il y a des conflits en musique entre compositeurs, entre tendances, et eh bien, parfois vous avez une tendance qui gagne, parfois c'est l'autre qui gagne. Donc là, les tenants de la musique absolue, ils vont retourner à une plus grande abstraction et une indépendance de la musique. On a également le rejet des idées romantiques. Et le poème symphonique, il est très très lié aux idées romantiques, puisque la base même du poème symphonique, c'est d'exprimer quelque chose que les mots ne peuvent pas exprimer, et la musique serait capable d'exprimer. Ça, c'est une idée vraiment très romantique. Et puis, il ne faut pas oublier que le poème symphonique, ça demande de mobiliser des gros moyens. C'est très bien pour l'orchestre, hein, mais ce sont des gros bazars, si je dis les choses de manière triviale. Un autre problème, c'est la difficulté de fusionner ainsi le monde des lettres, ou le monde des idées, avec la musique. Parce que souvent ce qu'on constate, c'est qu'on a, peu importe les formes qu'on va employer, on a souvent, en fait, le même développement d'une thèse, d'une antithèse, d'une synthèse. Je vous ai donné un exemple, on va dire un peu, un contre-exemple de ça, ben, c'est justement Eulenspiegel. Mais souvent, parce que dites-vous que les exemples que je vous donne ne sont pas forcément représentatifs de l'ensemble des poèmes symphoniques. Moi, j'essaie de vous montrer une diversité là-dedans, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses. Mais si on prend l'ensemble des œuvres, eh bien, on retrouve souvent ça. Autre chose, on a beaucoup de stéréotypes qui sont utilisés pour répondre aux exigences narratives et illustratives. Ça, je suis désolé, mais là, vous l'entendez très clairement. Par exemple, les trompettes pour les marches guerrières, le violon seul pour l'isolement, etc., etc. Autre problème, c'est que la musique est subordonnée au sujet. Et ça peut être une source de créativité, mais si c'est la seule source de créativité, bah, on constate un appauvrissement justement de cet art. Et si la musique est efficace pour exprimer des idées imprécises, des idées vagues, comme l'héroïsme ou la créativité, bah, c'est beaucoup plus difficile quand il s'agit d'exprimer des choses concrètes. Et alors, le problème, c'est aussi, si vous êtes trop abstrait, bah, vous allez risquer de perdre l'auditeur. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer comment comprendre Ainsi parlait Zarathustra? Je ne parle pas de l'écrit de Nietzsche, hein, je parle de la musique de Richard Strauss. C'est pas si évident que ça, justement. Enfin, on utilise beaucoup le poème symphonique pour évoquer des légendes, des événements historiques, des villes, des pays, des concepts philosophiques. Mais si vous ne les connaissez pas, ces éléments au préalable, vous n'allez pas comprendre cette musique. Si je ne vous lis pas le poème de Victor Hugo, vous ne savez pas du tout de quoi il est question. Alors Victor Hugo, c'est le plus facile, parce que si jamais vous connaissez la figure d'Orphée, mais en fait vous la connaissez de loin, bah, vous n'allez pas saisir justement la subtilité qu'il y a derrière l'Orpheus de Liszt. Si Till Eulenspiegel, vous ne le connaissez pas, bah, même chose,
vous allez rien comprendre. Vous allez entendre de la musique, vous allez peut-être même aimer cette musique. Vous n'allez pas comprendre ce qu'il y a derrière. Et donc, je vous donne un autre exemple, parce que vous me dites, bon, ça c'est des personnages. Ok, Finlandia. Très bien, Finlandia. C'est à propos de la Finlande. Vous connaissez la Finlande? Moi, j'y suis jamais allé. Voilà. Merci, au revoir. Donc, comprenez que c'est un genre qui, par sa subtilité, par sa difficulté, eh bien, est beaucoup plus difficile d'accès, comme je le disais dès le début. Et là, j'espère que vous l'avez compris. Ça ne doit pas vous empêcher de continuer à essayer d'écouter cette musique. Et de toute façon, on n'est pas obligé de tout comprendre quand on écoute la musique. Une seule certitude, c'est que la musique ne peut rester confinée dans un seul genre. La musique bouge, déborde et s'échappe sans cesse. Pourquoi? Parce que la musique, c'est la vie. Je vous remercie et vous souhaite bonne écoute.